C'est bon. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je suis Thomas Ledoux de la Bibliothèque nationale de France et avec Anne Joly du ministère des Armées et Stéphanie Roussel de la Société Mintica, on a le plaisir de présenter donc le travail, un des travaux menés par le groupe Format sur donc la traduction du manuel de la préservation numérique. On sera accompagné normalement, peut-être, si, par Lorraine Deschard. Bonjour, merci, du CINES, qui s'occupera des questions, etc. Donc, le plus simple, effectivement, on va donc réserver les questions pour la fin. Donc, si vous voulez poser pendant la présentation des questions, ce sera plutôt sur le module questions auquel vous avez accès. Comme ça nous permettra d'organiser un peu les réponses et d'essayer de vous apporter le plus possible de réponses à vos questions. Voilà. Je ne sais pas si je dois vous dire. En tous les cas, sinon, on utilisera la fonctionnalité de chat si vraiment vous avez des soucis. Je crois que j'ai fait le tour des aspects logistiques. Donc, nous allons présenter effectivement rapidement en quoi consiste donc, ce sous-groupe traduction qui appartient donc au groupe, au sous-groupe Format du groupe PAIN. Ensuite, donc, vous évoquez un peu les quelques travaux précédents qu'on a pu réaliser. Ensuite, donc, on fera un focus sur donc, le manuel de la préservation numérique lui-même. Et on essaiera de vous expliquer comment on a procédé pour cette traduction et à quoi on est arrivé, quels sont un peu les partis pris qu'on a eus et ce que vous pouvez évidemment en retirer et à quoi il peut vous être utile. Donc, pour rappel rapide, donc la cellule nationale de veille sur les formats, elle s'est organisée donc comme une espèce d'émanescence du groupe PAIN pour essayer donc de travailler sur les formats et on a rapidement, on s'est organisé en 4 grands axes de travail. Donc un axe sur vraiment les connaissances des formats donc qui est géré par le groupe base de connaissances, un groupe qui travaille plutôt sur les outils et la gestion des formats, un groupe qui travaille sur les politiques et sur comment il faut réaliser cette préservation long terme. Et donc, le sous-groupe qu'on va évoquer plutôt ici, donc, qui est le groupe traduction. Alors, pourquoi un groupe traduction? C'est parce qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il y a un certain nombre de sources, on va dire au niveau international, qui apportent de l'information. Le document peut-être le plus connu à ce niveau-là, c'est l'OAIS, bien sûr, mais donc celui-là, il a déjà été traduit depuis longtemps et disponible un peu à toute la communauté. Mais un certain nombre d'autres initiatives anglo-saxonnes, en particulier, sont peut-être, qui marquent quand même le domaine de la préservation numérique, sont importantes et il était important également de les offrir à la communauté francophone. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit il faudrait apporter ces documents et les traduire et de mettre à disposition de tout le monde là-dessus. On a également donc, toute une série d'actions de communication dans le groupe traduction, de montrer quels sont les points importants, de faire référence avec les autres, le reste de la communauté au-delà de la francophonie. Voilà. Et donc, sur les travaux qu'on a menés, l'idée, c'était effectivement de se concentrer d'abord sur des documents assez pratiques, directement utilisables par les personnes et qui sont une sorte de guide ou d'élaboration des bonnes pratiques qui vous fournissent donc cette information à utiliser immédiatement et qui est une espèce de gradation dans la démarche. C'est pour ça qu'on a commencé par la grille d'évaluation de la NDSA, qui est peut-être le document le plus simple à manipuler et le plus immédiatement accessible. On s'est ensuite penché sur le RAM, le Rapid Access Model, qui est déjà un document plus élaboré. Et puis enfin, donc là, le manuel qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc ça, c'est un travail qui est toujours collaboratif. Donc on essaye effectivement d'associer le plus possible des gens un peu différents de la préservation numérique, à la fois une partie plus peut-être patrimoine, une partie plus archive, etc., pour réussir effectivement à avoir une traduction qui soit aussi complète que possible.
et mélanger donc les connaissances de tout un chacun pour arriver à vous offrir une traduction qui soit la plus efficace possible. Donc, si on reprend rapidement les premiers travaux sur lesquels on a pu travailler, donc comme je vous le disais, le premier document qu'on a traduit, c'est le NDSA. Le NDSA, donc c'est plus, en fait, là vraiment, c'est un outil très très pratique. C'est une matrice en fait qui vous permet d'évaluer votre niveau par rapport à un certain nombre de domaines fonctionnels importants de la préservation. Alors, on considère qu'il n'est pas complètement complet, mais c'est un premier niveau d'approche qui est assez intéressant. D'autant qu'il est déjà, c'est une deuxième version déjà, donc il y a une première version, c'est déjà la deuxième version qu'on a traduite. Donc vous avez les URL en bas pour y avoir accès. Mais ce qui est intéressant dans la deuxième version, c'est que non seulement c'est une matrice, mais c'est aussi un document d'accompagnement qui vous explique vraiment assez finement comment ça peut s'utiliser et qui donc vous guide et vous permet donc de regarder un peu votre niveau de maturité par rapport à ce que vous cherchez à atteindre. Et l'autre point très important sur ce document, me semble-t-il, c'est qu'il est suffisamment succinct, puisque c'est une page, c'est une matrice, là vous avez à peu près tout le contenu important. Donc il est facile à utiliser avec d'autres personnes, à communiquer, et vous pouvez du coup le réévaluer régulièrement. Donc c'est une matrice qui est censée être, vous fixez un objectif et vous regardez où vous en êtes par rapport à cet objectif que vous fixez. Et vous pouvez le réévaluer régulièrement. Donc, c'est des choses comme nous, c'est ce qu'on fait à la BNF aujourd'hui. Cette matrice-là, on la regarde tous les 2 mois et on voit si on change de niveau dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais moi, ça nous permet de garder un peu le cap et de vérifier qu'on n'est pas en train de dériver par rapport à notre préservation. Donc, c'est vraiment un outil très, très simple et assez efficace pour justement une évaluation globale, mais également régulière de ça. C'est un premier niveau très, très intéressant. Le deuxième document qu'on a pu traduire, c'est le RAM, donc le Rapid Assessment Model. Donc là, c'est un document déjà plus conséquent. Donc il est un peu sur la même structure que le précédent, donc c'est encore une fois une espèce de matrice, mais pour lequel on va beaucoup plus loin dans l'analyse, puisque c'est par rapport à l'autre, je crois que c'est une 30aine de pages, qui vous explique donc chacun des niveaux et chacun des critères à évaluer, qui vous permet également de définir le niveau que vous avez, le niveau que vous voulez atteindre et quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour les atteindre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'assez pratique et qui vous permet de visualiser ça et de ne pas oublier une dimension intéressante. Alors, par rapport au NDSA, effectivement, un des premiers intérêts, c'est qu'il parle des problématiques d'organisation, de mise en place de politiques, de choses comme ça, donc des aspects peut-être un peu plus organisationnels et plus à long terme par rapport à ce que peut faire le NDSA. Donc c'est un deuxième document qui est intéressant. L'autre aspect, c'est qu'on a pu traduire donc la version 1 à l'origine, et peu de temps après, donc une version 2 est sortie qui corrigeait en fait quelques erreurs. Donc on a pu suivre et donc vous proposer maintenant la version 2. Donc l'idée aussi de ces documents qu'on traduit, c'est qu'on va les perpétuer et continuer à mettre à jour cette documentation pour que vous soyez toujours au mieux de ce qui peut se faire en termes de documents et de pouvoir bénéficier des avancées qui ont pu être réalisées, puisque c'est des documents qui sont mis à jour par des groupes de travail ou des organismes à plusieurs. Donc ça, c'est les 2 gros travaux qu'on a pu mener. Et à partir de ça, on s'est trouvé suffisamment, comment dirais-je, suffisamment prête pour s'attaquer donc à un plus gros morceau, finalement. Donc, c'est de tenter de s'attaquer donc au Digital Preservation Handbook, donc le manuel de préservation numérique, donc qui, lui, cette fois-ci, est un document d'à peu près 300 pages, qui cherche à couvrir effectivement tous les domaines de la préservation numérique les uns après les autres, et qui donc aujourd'hui est un outil qui fait quand même date par rapport à cette question-là. Et du coup, je vais laisser les collègues continuer sur cette présentation du document. Stéphanie, peut-être. Ok, je vais reprendre la parole. Donc, effectivement, là, on rentre dans le vif du sujet, si je puis dire. Donc, on dira quelques mots de DPC juste après.
Sur le manuel, donc le handbook en anglais, ça nous a semblé intéressant dans la mesure où c'est un document qui aborde tous les volets de la pérennisation ou de la préservation. Et donc, à destination de la communauté archivistique française, ça nous semblait intéressant de traduire ce document. Alors, si vous voulez le consulter en anglais, il est disponible sous forme de site internet, en fait, hein. Ici, vous en avez une capture sur la slide. Et nous, pour le moment, donc, on a travaillé plutôt sous la forme d'un document, donc PDF, qui a été mis en ligne juste ce matin sur le site de la cellule Format. Donc vous pouvez, pour l'instant, vous pouvez le trouver sous cette forme, mais dans l'avenir, on pourra aussi sans doute le trouver sous une forme plus proche de celle de la version originale. Alors sur la slide suivante, merci. Quelques mots donc par rapport à DPC, hein, dont je parlais juste à l'instant. Donc c'est une coalition internationale. Au départ, effectivement, c'est plutôt un groupe de travail thématique, on va dire, un groupe d'experts, qui est à peu près l'équivalent du groupe pérennisation de l'information numérique, hein, le groupe PIN, plutôt au niveau britannique. Et c'est vrai que petit à petit, donc c'est un groupe qui a fédéré de nombreux experts et de nombreuses expertises. Et aujourd'hui, donc au sein de DPC, on a des représentants beaucoup plus diversifiés que juste au niveau britannique. Donc, ce qui est intéressant avec DPC, c'est qu'il y a une production documentaire qui est très importante. Donc, si vous regardez un peu leurs ressources en ligne, il y a beaucoup de choses. Donc, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, de toute façon, il a fallu faire des choix hein, pour la traduction et c'est pour ça qu'on a choisi de commencer par le manuel dans la mesure où il est complet et qui traite beaucoup de sujets. Mais vous pouvez aussi consulter en langue anglaise, donc cette fois, d'autres productions donc, qui sont notées là. En particulier, il y a tous les rapports d'observation sur les technologies hein, qui sont tout à fait intéressants et qui sont eux plutôt thématiques. Puis il y a un certain nombre de notes aussi hein, qu'on peut trouver. Donc beaucoup de ressources à la fois précises, thématiques et souvent techniques. Donc il est possible hein, dans la suite des travaux du groupe, on en parlera tout à l'heure, qu'on soit amené à traduire certains de ces documents. Ce sera difficile de traduire la totalité tellement la quantité est importante, mais on pourra peut-être se focaliser sur quelques-uns d'entre eux. Sur la slide suivante, merci. Donc quelques mots justement par rapport au manuel. Donc effectivement, c'est un produit phare de DPC dans la mesure où d'abord ça a été le produit d'un travail collaboratif très important. Si ça vous intéresse, c'est très bien expliqué hein, dans l'introduction du manuel. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un premier niveau d'information sur la question de la préservation. Donc, ce qui est tout à fait intéressant dans ce manuel, c'est qu'il s'adresse à différents types de publics et qu'on peut y trouver différents niveaux de lecture. Ces niveaux de lecture étant guidés en introduction de chaque chapitre. Donc, on va vous dire à quel type de public on s'adresse. Est-ce que ce sont les institutions, les particuliers, le grand public, les administrateurs, les techniciens. Donc, il y a toujours comme ça différents parcours de lecture à l'intérieur du manuel. Vous pouvez aussi toujours le lire in extenso, mais comme l'a dit Thomas, ça fait à peu près 300 pages. Donc, c'est un peu indigeste hein, si on l'absorbe d'une traite. Mais sinon, donc, vous pouvez naviguer en fait hein, dans ce document. Donc, une première version était parue au début des années 2000, en 2001-2002, une révision en 2014, donc c'est celle-ci qu'on a traduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un document qui continue d'évoluer, plutôt chapitre par chapitre, donc on sait qu'en ce moment, il y a des chapitres hein, qui sont en cours de révision, et donc là, de la même façon que pour les autres documents qu'on a mentionnés au début, on sera sans doute aussi amené à réviser certains des chapitres, hein, certaines des traductions dans les mois et peut-être les années qui viennent. Simplement, à un moment, il fallait bien qu'on se fixe. Hein, donc là, on s'est fixé sur la version qui est publiée en ligne actuellement. Ça c'est juste pour l'anecdote, hein, mais donc en termes de financement, le DPC bénéficie de financements divers et variés. Et pour le handbook en particulier, donc c'est fortement porté hein, par les Archives nationales du Royaume-Uni, avec la collaboration de la British Library, de JISC et des Archives nationales d'Écosse. Donc il y a eu un cofinancement hein, pour arriver à ce manuel qui vraiment, représente, je crois qu'on peut insister là-dessus, une somme de travail très importante. Quand on le consulte dans le détail, on se rend compte qu'effectivement, ça permet de fédérer, de synthétiser de nombreuses expertises.
On peut passer voilà, à la suivante. Donc, c'est ce que je vous disais hein, en termes de public. L'objectif du handbook, c'est quand même de s'adresser à un public qui soit assez large, donc pas uniquement un public d'experts. En gros, hein, ce qu'on dit au début de l'introduction du manuel, c'est que toutes les institutions impliquées dans la création et ou l'acquisition d'objets numériques sont concernées par le manuel, quelle que soit leur échelle, internationale, nationale ou locale, mais quels que soient leurs moyens également. Et ça, je crois que c'est un point qui est important. C'est-à-dire que le handbook propose, même pour des institutions qui seraient peu dotées ou qui auraient peu de moyens d'action sur les questions de préservation, propose déjà des pistes de réflexion et des orientations. Donc chacun peut y trouver et peut y piocher des éléments pour sa politique de préservation. Voilà. Ce que je vous ai dit aussi, hein, c'est qu'il y a plusieurs. Est-ce qu'on peut retourner en arrière, s'il vous plaît? Merci. Je savais pas que c'était toi qui, qui pilotais les slides. Donc, ce que je vous disais aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a des chapitres qui sont effectivement plus dédiés aux décideurs. Il y en a qui sont davantage dédiés aux professionnels opérationnels. Mais on a aussi des chapitres qui concernent tout ce qui peut être relation avec les prestataires de services. Et il y a aussi des éléments par rapport aux producteurs, bien sûr, donc aux créateurs de contenu et de données, avec des éléments pour justement sensibiliser et aider à mieux produire, à mieux gérer les contenus numériques. Donc les objectifs du manuel sont multiples. L'approche globale du manuel, c'est de fonctionner par cycle de vie. Donc on retrouvera dans les différents chapitres hein, qu'on va vous mentionner tout à l'heure différents focus en fonction des moments du cycle de vie des objets numériques. Globalement, on s'inscrit hein, dans une logique de formation continue. L'idée, c'est de pouvoir fournir de la matière aux professionnels qui sont amenés à traiter de ces questions. Et en même temps, donc, il y a une réponse à des questionnements précis. L'idée, c'est aussi du manuel, hein, c'est de pouvoir amorcer, proposer des outils. Donc, vous verrez, dedans, il y a des arbres de décision, il y a des suggestions de questionnaires, des suggestions d'analyse, de façon à ce que les équipes puissent se fédérer autour de ces sujets-là et commencer à mener des actions en matière de préservation. Donc voilà, voilà les objectifs. L'idée, hein, évidemment, c'est de répondre aux besoins de la communauté de la préservation numérique au sens large. Et après ça, donc c'est très anglo-saxon, mais DPC affirme fortement hein, son utilité et sa volonté d'être utile. Donc il y a aussi régulièrement des révisions, des enquêtes, des appels à commentaires, de façon à ce que le manuel soit tout à fait opérationnel. Donc, un dernier point, c'est que donc le manuel est réutilisable, hein, il est sous une licence Open Government et il est explicitement dit en introduction que c'est un manuel adaptable aux contextes nationaux. Les traductions, évidemment, sont encouragées. Donc, c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on s'est inscrit au niveau du sous-groupe traduction. Bien sûr, il a une visée internationale. Ce qu'il faut savoir quand même, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que les exemples qui sont présentés dans le manuel sont plutôt anglo-saxons, donc pas toujours très adaptés à notre contexte français. Mais c'est bien aussi de pouvoir voir d'autres choses. Anne, je te laisse la parole. Alors, si on rentre dans le concret de l'action que l'on a menée en termes de traduction, là, vous pouvez voir effectivement l'équipe qui a contribué. Donc, le travail était réalisé par 6 personnes différentes en termes de traduction. Donc, vous pouvez voir qu'ils viennent un peu d'institutions et d'horizons différents, du public, du privé, à la fois d'organismes de conservation de niveau central, et de niveau aussi d'institutions, vous voyez, départementales. Donc voilà, des expertises et des expériences diverses, avec également l'intérêt, c'est d'avoir le regard à la fois archivistique, qui était un peu dominant dans ce groupe, mais avec la présence également de la BNF, qui a bien sûr une très grande expertise en matière de préservation. Donc voilà, ça a permis notamment, on verra sur des termes de traduction, d'avoir une vision plus globalisante, sans s'enfermer dans des questions qui peuvent être plus d'orientation archivistique, et la présence également de l'école des chartes via Édouard Vasseur.
Vous pouvez voir également une seconde contribution. Donc, c'est les relectrices, donc, qui est également membre de la cellule de veille, qui ont été sollicitées pour, dans un second temps, relire le travail qui avait été fait et échanger avec nous sur des aspects à consolider et à corriger. Voilà. Donc les grandes étapes aussi du projet de traduction. Donc comme on l'a dit, le projet remonte maintenant il y a un an. Il a vraiment été lancé à l'été 2020, où là a été réalisée en fait la première traduction automatisée via le logiciel DeepL, hein, qui s'appuie sur le dictionnaire Lingway. Donc là on a une première mouture de traduction. Et donc quand l'automne est venu, second confinement en 2020, on s'est partagé donc entre les six participants des parties égales en prenant en compte des expertises diverses. Et donc là, l'enjeu, c'était de corriger donc les coquilles qui restent après une première version automatisée et surtout d'améliorer avec une homogénéisation des termes et voilà, des contrôles entre, on va dire, les termes anglais et la traduction notamment française. À partir de l'hiver et à peu près 6 mois, on a eu des réunions régulières via Zoom pour mettre en commun nos traductions. Donc, en premier lieu, il y a eu la question effectivement de mots, de termes sur lesquels on devait s'entendre pour une traduction uniforme, hein, pour scientifiquement être d'accord sur les termes, et plus largement sur des passages qui posaient des problèmes ou de compréhension ou de traduction, et les questions d'ordre général de choix de traduction. Et donc très récemment, mai 2021, donc, quand on a fait ces différentes relectures communes, donc il y a eu ce travail de relecture extérieure au sous-groupe, de la cellule format, pour arriver à une première version donc, qui a été publiée ce matin. Donc, pour revenir à la traduction elle-même, donc on précise bien avant le corps même du handbook, donc à l'introduction qui en a été faite. Donc, bien sûr, il y a l'explicitation des choix de traduction sur plusieurs paramètres. Le premier, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est celui du vocabulaire. Donc là, vous avez les exemples essentiels. Il s'est posé d'autres questions de choix de traduction de termes. Donc, si on prend par exemple le terme archive, hein, on est resté dans la fidélité à l'OIS, donc puisqu'on a retenu bien sûr le terme d'archive avec une majuscule au sens large, donc du système qui réunit à la fois les aspects organisationnels et de logiciels, infrastructures, etc. Ou tout simplement, parfois, on se référait plus simplement dans le contexte, tout simplement à l'entrepôt numérique en tant qu'infrastructure matérielle. Sur certains termes, on a volontairement fait le choix de ne pas traduire. Donc, ce sont les deux termes suivants. Le cloud, parce que c'est largement rentré dans l'acception française. Et sinon, il y avait beaucoup de nuages dans le texte. Donc, on est resté au niveau du cloud. La notion de dark archive également, parce que là, c'était dur de trouver un équivalent français. Et c'est bien expliqué, vous le verrez dans le glossaire, hein, c'est l'idée d'archives qui sont encore conservées avec, on va dire, le bon niveau de métadonnées, etc., mais qui sont accessibles à un public restreint, voire inaccessibles pendant un certain temps, jusqu'à un élément déclencheur. Donc voilà, il y a une explicitation dans le glossaire, mais on est resté sur le terme anglais. Ensuite, en termes de préservation, vocabulaire autour de la préservation, sur Digital Material, on est resté sur le terme d'objet numérique, qui permet de couvrir, on va dire, le périmètre du manuel, puisque l'objet, hein, comme on l'a dit, c'est pas uniquement parler d'archives, de documents, ça doit concerner aussi les bibliothèques, voilà, les musées, différentes institutions qui sont confrontées avec des objets justement différents aux problématiques de préservation. Un des termes qui nous a peut-être suscité le plus de débats au départ, hein, c'était celui de preservation, digital preservation, avec des hésitations entre préservation numérique et pérennité. Donc, on a retenu finalement le terme de préservation numérique,
à la fois par cohérence avec les traductions qui avaient déjà été menées, qui vous ont été présentées donc, tout au départ. Donc ce terme-là avait été retenu et c'est vrai que c'est un terme qui, quand on reprend des définitions comme celle d'interpares, qui est plus large en termes d'acception que le terme de pérennité même, puisqu'il englobe des idées politiques, de stratégies, de règles pour maintenir les contenus accessibles et pérennes. Voilà, après, il y a d'autres spécificités, hein, comme le terme forensics, qui sont très précis. Donc là, on a retenu criminalistique, même si ça ne couvre pas forcément la globalité, et des cas voilà, plus concrets comme l'oppository. Parmi les autres choix qu'on a fait au moment de la traduction, donc en termes de ressources, comme cela a été évoqué, donc c'est un manuel essentiellement anglo-saxon, donc les renvois on va dire, aux autres contenus externes intellectuels, c'est essentiellement des sources anglo-saxonnes. Le choix qui a été fait, en revanche, ça a été d'ajouter au document les traductions françaises qui pouvaient être disponibles. Donc, celles qui avaient pu être faites, ou également, je pense aux normes ISO, on en a un certain nombre, on a renvoyé, on a mentionné les sources françaises. En termes de sigles et d'acronymes, donc vous verrez, il y en a un grand nombre dans le texte, puisqu'on renvoie un grand nombre d'institutions, de programmes, etc., qui sont plus ou moins connus. Là, le choix, ça n'a pas été de faire des détails aux premières occurrences ou dans le texte, mais un renvoi systématique au glossaire, donc qui est présent dans l'handbook et qui est très bien constitué, auquel il faut se référer systématiquement pour trouver voilà, les éléments. Enfin, il y a la question des liens. Donc, c'est un ouvrage, bien sûr, qui renvoie à beaucoup de ressources externes. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait de vérification systématique de la pérennité de ces liens. Ils ont été mis à jour. On a renvoyé, lorsqu'ils n'étaient plus actifs, à des versions collectées par l'Internet Archive. Et également, on a regardé s'il y avait des mises à jour, donc notamment de certaines références depuis la dernière publication. Et on a ajouté effectivement en plus les références les plus récentes lorsqu'elles n'étaient pas mentionnées. Si on passe à la slide suivante. Alors vous, quand vous être confronté aux 300 pages, donc comme l'avait souligné Stéphanie Roussel, il y a l'introduction qui est bien conçue, donc qui est vraiment la destination de l'ensemble des publics et qui a un propos un peu généraliste, mais également qui est très intéressante si on se trouve dans une situation où on a encore peu avancé dans la préservation, parce que l'introduction, il y a une partie pour commencer, qui va indiquer les premières étapes, justement pour avoir une première vue d'ensemble de la problématique de préservation par rapport à son environnement, et ensuite aider à s'orienter dans les parties qui vont concerner tout un chacun en fonction du type de public que l'on est et de l'état aussi d'avancement. Donc on a une structure commune, hein, donc on verra, il y a 4 grandes parties qui sont réparties en sections avec toujours une même composition, une introduction et surtout l'indication du public cible. Donc ça permet aussi vous de sélectionner les parties qui vous intéressent ou non, et clairement les objectifs. Sur le contenu lui-même, on verra. Ce qui est intéressant dans l'handbook, c'est vraiment une articulation entre à la fois des conseils et des retours d'expérience du niveau stratégique pour aider vraiment à développer des politiques de préservation, et en même temps l'articulation avec justement des exemples, des cas concrets, un accompagnement pour décliner en fait aussi ces grandes stratégies vers des choix opérationnels. Et donc, dans chaque partie, vous allez trouver un certain nombre de ressources et d'études de cas qui vont vraiment en plus être des compléments au contenu même du handbook, parce que ça va être d'autres outils d'analyse qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc, voilà, selon le niveau où vous êtes une institution, vous pourrez développer, on va le voir, tel ou tel niveau des politiques et d'actions de préservation numérique.
Si on passe à la slide suivante. Donc, comme on l'évoquait, ce manuel est riche en ressources. Donc, à chaque fin de section, on a un renvoi à des ressources qui sont assez diverses. Vous voyez là les 5 types de logos qui sont placés en amont de chaque ressource pour indiquer au type d'aide que l'on peut avoir, donc que ce soit des publications en ligne, le renvoi à des outils plus techniques, les ressources web qui vont aller, comme je le disais, ça peut être des documents d'aide, d'analyse publiés par des institutions, des livrables type voilà, politique, stratégie de préservation mis en ligne par certaines institutions. Donc on a un panel assez large. Et également des vidéos webinaires qui sont soit des vidéos davantage de sensibilisation où on peut avoir des modules également de formation à disposition et le renvoi vers des études de cas. Donc là encore essentiellement anglo-saxonne, mais qui permettent d'avoir une approche concrète des sujets abordés. Voilà, et effectivement, le dernier point intéressant aussi dans son book, c'est le glossaire, où là on a maintenu les entrées sous forme de termes anglais pour faciliter les recherches, puisqu'un des choix aussi c'était de maintenir le nom des institutions en anglais. Donc ça permet un système de renvoi d'avoir les éléments détaillés. Et donc, au-delà des noms d'institutions, dans ce glossaire, on va trouver d'autres éléments. Ça peut être des acronymes qui renvoient notamment à des formats de fichiers, comme on disait, à des programmes. Donc, on a un glossaire qui est assez riche, puisqu'il va aborder différents aspects. Ça peut être aussi des définitions de termes techniques, type empreinte ou autre. Donc, c'est voilà, vraiment un bon complément au manuel, une source d'information si on souhaite. Donc là, on va vous faire une présentation à 3 voix pour entrer dans le contenu même du handbook. Donc vous voyez, au-delà de l'introduction, il y a 4 grandes parties où on va vraiment aller dans la conception du général. Donc vous voyez, ça débute par les stratégies institutionnelles, puis on va décliner vers l'opérationnel et les solutions techniques. Pour présenter rapidement la première partie, qui donc concerne les stratégies institutionnelles. Ce qui est très intéressant en fait dans cette partie, c'est qu'elle aborde différents aspects qui vont permettre à la fois, on va dire, de concevoir, de construire une politique, mais aussi d'avoir des éléments de conseil, des outils pour pouvoir négocier et faire valider cette stratégie au niveau haut. Notamment, il y a une partie sur l'analyse de rentabilité, sur les impacts, sur la gestion des risques, donc qui vont aider à construire ce cadre global, et aussi pour aider à communiquer. Donc, vous voyez, il y a une partie sensibilisation. On peut noter dans cette partie-là, donc il y a certains éléments qui sont moins pertinents dans le cadre français. Il y a une partie sur le respect de la législation qui est vraiment là propre au. C'est un rappel du cadre juridique là, britannique. Donc, à part pour une curiosité intellectuelle, ça ne vous sera pas utile forcément tout de suite dans le contexte. À noter, peut-être moi je trouve aussi un des points forts de cette partie, c'est notamment donc la section consacrée à la formation et le développement des compétences, qui est assez détaillée, pour aider à penser la transition numérique en termes de montée en compétences des équipes, donc d'analyse de son équipe, des montées en compétences et du recrutement. Et par exemple, là, si on voit dans les ressources associées, il y a un renvoi à un programme européen pour aider au développement professionnel, pour aider justement à analyser les besoins selon les différents rôles au sein de l'entité d'encadrant professionnel ou de directeur. Donc, on a des grilles d'analyse pour aider justement à changer aussi les compétences dans sa structure. Voilà pour cette partie des éléments principaux.
Donc la deuxième partie, après la partie plutôt effectivement, comme l'a dit Anne, stratégique, l'inscription de la question de la préservation dans la stratégie institutionnelle, on passe aux activités dites organisationnelles. Et là, vous le constatez en fait dans cette partie, comme on l'a dit tout à l'heure, ça suit globalement le cycle de vie de l'objet numérique depuis sa création jusqu'à la façon dont on va le préserver et y donner accès. Donc, cette partie-là est plutôt organisée de façon thématique et fait des points sur les différents sujets qui composent la préservation. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans le manuel, c'est que on a souvent en France une approche très technique et très outil de la question de la préservation, en se disant, voilà, il va falloir s'occuper de convertir les formats, de migrer les supports de stockage. C'est vrai, mais ce que montre aussi le manuel, c'est que la question de la préservation, c'est avant tout une question de politique et une question de processus métier, d'organisation. Et donc, sur ces différents sous-chapitres de la partie activité organisationnelle, vous allez pouvoir trouver de quoi alimenter votre réflexion sur les différents processus métiers qui ont un lien avec la préservation. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que souvent, dans la pratique, alors je parle pour ma chapelle, mais dans la pratique archivistique, on divise beaucoup les différentes étapes de la chaîne archivistique. On parle de la collecte, puis on parle de la conservation, puis de la communication. Et là, vous voyez que tous ces sujets-là sont abordés au travers du prisme de la préservation, puisque effectivement, l'action de la préservation irrigue l'ensemble de la chaîne finalement, alors archivistique, ou en tout cas la chaîne de conservation des objets numériques. Donc, il est tout à fait logique que dans ce manuel de préservation, on parle à la fois de création, on parle de processus d'évaluation, mais on parle également de l'accès. Donc, je crois que tout archiviste, même s'il n'est pas directement concerné par la question très technique de la préservation numérique, peut trouver du grain à moudre et de la matière à réflexion pour sa propre pratique. En tout cas, dans les formations ou les actions qu'on a pu commencer à mener sur la base du manuel, cette approche très processus et très transversale est vraiment tout à fait intéressante, je pense, et enrichit vraiment la question de la préservation. Et donc sur la troisième partie, on fait le pendant de ce qu'a dit Stéphanie, on est plutôt effectivement dans la technique, donc c'est plutôt le volet numérique de la préservation, on est vraiment dans les outils et les méthodes et les choix qu'on peut faire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des choses que on peut par ailleurs, sur lesquelles on peut par ailleurs travailler. Le chapitre sur les outils, il est complètement cohérent avec ce qu'on fait aujourd'hui dans le groupe outils de la cellule de veille. Donc, on retrouve Copter, en fait, toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez quelque part comprendre finalement ce qu'on fait dans ce sous-groupe-là, je pense que c'est une très bonne introduction et qui vous expliquera les enjeux. Évidemment, les questions d'intégrité, donc ça, on reprend des questions qui sont bien connues. Et il y a un lien directement sur les niveaux du NDSA, dont je vous ai parlé au tout début. Donc, on a quand même une cohérence avec tous ces objets-là, tous ces documents-là qui, là, dans mon sens, est importante. L'autre intérêt peut-être de cette section, c'est effectivement l'élargissement à des choses qu'on peut ou pas vouloir attaquer. Donc la partie cloud en particulier, la partie sécurité, la partie criminalistique, c'est des choses qui sont peut-être moins prégnants dans les premières analyses sur la préservation. Et là, elle trouve une bonne introduction à la question de est-ce qu'on va dans le cloud ou pas. Elle est quand même relativement bien abordée et elle est intéressante pour ses propres choix. En tout cas, elle offre les clés d'accès à ces questions-là. La criminalistique de ça, c'est une particularité un peu anglo-saxonne, en particulier avec le consortium BIT Curator qui a beaucoup réutilisé donc les outils de la police scientifique, c'est ça dont on parle là, pour effectivement donc, refaire un usage un peu décalé, on va dire, de ces outils-là pour faire de la préservation. Bon, sur les identifiants pérennes, vous n'apprendrez pas grand-chose, par contre, on est plutôt bien pourvu, là, pour le coup, en France et en francophonie, mais c'est toujours intéressant d'avoir un panorama complet, en particulier, et ça va rejoindre peut-être la section d'après, sur les aspects des OI, enfin les choses plus sur les périodiques et les revues, sur les publications scientifiques de façon générale, où donc là,
la question des identifiants pérennes est peut-être plus ouverte. Et enfin, la quatrième partie, c'est peut-être une ouverture sur des façons d'aborder effectivement la préservation sur des contenus spécifiques et puis qui peuvent poser leurs propres problématiques. Alors, sur les périodiques, on va dire que c'est, là encore une fois, très anglo-saxon orienté, puisque ça va parler essentiellement de la proposition qui est fournie par LOCS. Donc, LOCS et toutes ses dérivés, CLOCS et ses petits camarades, donc Lot of Copies. Donc, c'est presque une solution pour un problème. Alors, elle marche, hein, la solution, mais voilà, elle est un peu monocentrée. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Sur les images animées, le son, là, ça vous offrira si c'est des problématiques qui vous intéressent, donc peut-être des expériences précédentes. Là, peut-être que je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour parce qu'elle n'est pas forcément très, très poussée. Voilà. Enfin, sur l'archivage du web, là, encore une fois, c'est un point très particulier, hein, donc ça vous donne effectivement des clés de compréhension peut-être de la façon dont on peut aborder l'archivage du web et des expériences et des études de cas qui l'ont mis en œuvre. Hein. Donc, encore une fois, donc c'est plutôt cette dernière partie, c'est vraiment des cas particuliers en quelque sorte, hein, qui demandent des réponses peut-être un peu différentes de celle globale. Voilà, donc ça nous offre une espèce de vision d'ensemble, hein, de ce que couvre le manuel et ce qui nous a paru intéressant à différentes sections. En résumé, je crois qu'on a fait une super slide. Je ne sais pas qui je repasse la parole, mais en tout cas, voilà les quelques points très importants qui nous avaient semblé, sur lesquels on voulait porter votre attention. Donc, effectivement, il y a des chapitres qui ne sont pas vraiment appropriés pour le contexte français, donc il faut les prendre avec la retenue nécessaire. Hein. Donc, évidemment, c'est très intéressant, ce n'est pas faux, si ce n'est que ça ne s'applique pas directement, et donc il faut en tenir compte lors de la lecture. Donc, vous n'aurez pas des solutions sur le droit français dans ce manuel. Voilà. Et enfin, deux points qui nous ont paru importants parce qu'on sait que la communauté anglo-saxonne et la DPC en particulier a une bonne connaissance. Hein, donc, toute la partie analyse de rentabilité. Hein, donc, il y a des études des modèles de coûts et des modèles de rentabilité qui sont plutôt intéressants à regarder et qu'on manipule assez mal en général. Et puis, la partie criminalistique qui est vraiment très originale et qui peut donner des pistes. Je passe la parole à Stéphanie, peut-être. Alors, dans les 2 slides qui suivent, on vous a juste mis des petits exemples en fait, hein, des différentes sections. Je signale au passage que tous les chapitres sont illustrés en licence ouverte, hein, donc vous pouvez récupérer. Il y a des tas de petits dessins d'ailleurs, ceux avec lesquels on a illustré le diaporama, qui sont toujours sympathiques à regarder. Mais au-delà de ça, donc c'était pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise. Alors, ce qui est intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on peut naviguer dans la lecture du manuel. On n'est pas obligé de se le faire in extenso. Et le manuel est très découpé. Donc, tous les chapitres sont vraiment découpés en petits morceaux. Donc, on arrive facilement à naviguer dedans. Vous avez toujours dans chaque section une introduction avec une présentation de la thématique, les enjeux, donc qui vraiment refait le point sur le sujet, donne aussi les différents niveaux de lecture dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on a les outils et surtout, comme l'a dit Anne tout à l'heure, donc à la fin de chaque section, vous avez un paragraphe plus ou moins important sur les ressources avec de très nombreuses ressources, hein, que ce soit des documents, des sites de référence, des vidéos, des études de cas, toujours référencés avec des tas de liens. Donc, si vraiment vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a tout à fait matière à piocher des idées, des éléments, énormément de choses. Et ensuite, voilà, dans la slide suivante, donc un petit exemple d'outils qu'on peut trouver dans le manuel. J'y avais fait allusion tout à l'heure. Donc, ça aussi, c'est très anglo-saxon, mais on aime les grilles d'analyse, les enquêtes, etc. Et donc, dans la partie notamment sur
les activités organisationnelles, vous avez plusieurs outils de ce type-là, et en particulier des arbres de décision. Donc là encore, hein, c'est très générique et il faut l'adapter au contexte, mais ça peut vous donner des idées pour travailler, par exemple, en groupe de travail ou pour avancer sur des politiques, des processus. Donc il n'y a pas que du texte, en tout cas, c'est ça qu'on voulait illustrer ici. On a déjà des petits outils qui sont directement utilisables et récupérables. Donc pour information, on a traduit absolument tout, y compris les arbres de décision, donc qu'on a repris dans une forme qui est la plus proche possible de la forme originale. Voilà, alors en guise de conclusion, là, il reste juste quelques slides, puis on laissera la place pour des questions. Donc, le manuel, grâce à Katia, Thomas, Anne, a été publié donc ce matin, après d'extrêmes modifications de forme, etc. Donc, vous le trouvez sur le site de l'association Aristote, dans la page du sous-groupe traduction, qui est rattachée bien sûr à la page de la cellule de veille sur les formats. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est disponible en PDF. Il fait environ 260 pages que vous pouvez télécharger. Et donc, on va également, ça c'est plutôt le travail du sous-groupe, hein, le transmettre à DPC, qui est déjà averti du travail de traduction qu'on a réalisé pour que eux aussi puissent avoir un aperçu de ce qui a été fait et une publication via leurs propres ressources. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a des évolutions du manuel sur certains chapitres, mais la cellule essaiera de traduire dans les meilleurs délais, évidemment, les nouveaux chapitres et les mises à jour. L'objectif, hein, c'est quand même que ces outils puissent continuer à vivre. Donc, évidemment, s'il y a des mises à jour en version anglaise, on essaiera de les faire en version française. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, après le travail intense des dernières semaines, donc nous allons prendre des vacances méritées. Et puis bien sûr, on se remettra au travail. Donc, alors, notre difficulté au niveau du sous-groupe, c'est plutôt d'avoir trop de projets que pas assez. Donc, on a plusieurs projets qui sont envisageables. On a parlé tout à l'heure des rapports de DPC. Donc ça, effectivement, c'est une source intéressante. On a déjà évoqué aussi la possibilité de traduire des choses qui sont disponibles dans d'autres langues que l'anglais, bien sûr. Et puis, il y a encore là, dans la veille qu'on a fait ces toutes dernières semaines, ces tout derniers jours, de nouvelles ressources possibles. En particulier, il y a un petit module de formation qui est porté par l'ICA, qui a été publié tout récemment, qui pourrait aussi être traduit. Donc, pour résumer, les possibilités sont nombreuses. On devra choisir, donc il faudra qu'on discute et qu'on valide ça également au niveau de la cellule de veille, puisque l'idée, c'est de choisir les ressources qui sont utiles au plus grand nombre, évidemment, et à la communauté. Donc, si jamais vous avez également des suggestions ou des besoins, etc., n'hésitez pas à nous les faire parvenir, hein. C'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là également. Et puis, bien sûr, si vous voulez participer aux travaux, les volontaires sont toujours les bienvenus, que ce soit d'ailleurs à différents niveaux, hein. Il y a le travail qu'on a fait là de traduction. Il y a aussi la relecture qui se fait dans un temps plus court, mais qui est tout aussi importante. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester, évidemment, si vous souhaitez nous rejoindre. Et puis, donc, je pense qu'il reste une dernière diapo. Voilà, non, en fait, je vous ai tout dit. Donc, on va laisser la place aux questions, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes. N'hésitez pas, on peut tout à fait. Alors oui, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat au fil de votre présentation. Alors, je vais me faire le relais des questions. La première question, elle était sur les liens qu'il pouvait y avoir entre PEN, DPC et RDA. Savoir s'il y avait des liens particuliers avec RDA et le groupe sur le même thème qui travaille sur les grilles aussi, et si les travaux qu'on a fait de traduction là seraient repris ou en tout cas été portés au niveau du groupe de travail RDA qui est sur le même thème. Alors pour ma part, j'ai pas la réponse à cette question, je n'ai pas de lien spécifique avec RDA, mais peut-être que de votre côté, vous avez... Non. Aucun de nous n'est en lien avec RDA, donc a priori, ça pourrait être des ponts à explorer, mais c'est pas dans notre communauté pour l'instant. Ben, on relaiera ça aux autres membres de la cellule, hein, quand même, parce que voilà, je pense que tout le monde n'est pas là. C'est vrai.
Donc après, il y avait d'autres questions sur les aspects de traduction justement et d'adaptation. Alors on en a un petit peu parlé sur le fait que les ressources étaient très anglo-saxonnes et donc il y a une des questions qui est de savoir si il est prévu d'adapter le manuel au contexte français. Alors autant sur la partie cadre, en fait de réécrire en fait, je pense que c'est Julien Benedetti qui pose cette question, de réécrire en fait des parties pour l'adapter plus au contexte juridique normatif français ou voire même sur la partie des ressources aussi. Alors, je peux prendre la parole, mais après, je laisserai les autres compléter. Plusieurs choses par rapport à ça. Donc, ça, c'est plutôt lié à l'organisation de la cellule. Nous, on est le sous-groupe traduction, donc on traduit le plus fidèlement possible la ressource de base. Évidemment, quand on a traduit, on s'est posé la question des mises à jour, l'adaptation. On va dire que ça, c'est le travail des autres sous-groupes de la cellule, en particulier donc sur tout ce qui est veille, tout ce qui est voilà, mise à jour, etc. Il y a quand même d'autres travaux en cours au niveau de la cellule. Donc, il y a notamment une lettre d'information, par exemple, qui est prévue. On réfléchit à des outils de veille. Donc, je pense qu'il y aura ce qu'il faut, mais pas dans le cadre du manuel. Ce sera dans le cadre des autres travaux de la cellule. Oui, je peux aller dans le sens de Stéphanie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, ce qui est intéressant aussi quand on traduit, c'est que ça nous ouvre des portes. Hein. Je parlais de la criminalistique ou des outils. Voilà, ça nous ouvre des portes et des ressources et ça alimente les autres groupes, évidemment, hein, de réflexion et de choses et de travaux à effectuer. Hein. Donc, alors après, sur le cadre juridique, je pense qu'on va manquer de spécialistes juridiques parce que c'est quand même des questions compliquées. Donc, mais sur la partie, par exemple, je vous dis, la partie outils, on est complètement, on a repris en fait directement ce qui est d'ailleurs dans le manuel parce qu'on le connaissait par ailleurs et on le revisite d'un point de vue de l'environnement directement français et voire francophone. Ok. Alors, il y a une autre question, donc plutôt toujours pour la partie traduction et dans l'autre sens, de savoir si les documents qui avaient été produits en français, notamment les études qui ont été réalisées dans le cadre, enfin commanditées par le SIAF, seraient traduites en anglais ou dans d'autres langues, et s'il y avait eu des réflexions dans ce sens-là. On en a parlé, d'autant que les études dont il est question là avaient été présentées à iPress, donc il y a 2 ans, si je me souviens bien. Donc effectivement, on avait parlé d'une traduction possible en anglais. Maintenant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a plus de projets que de disponibilité, en fait, hein, il faut être assez clair. Donc, en toute transparence, on n'a pas vraiment encore décidé de quelles seraient nos priorités pour les prochains travaux. Là, on était vraiment dans le tunnel, si je puis dire, du manuel. Mais je crois que ça fait partie des questions qu'il faut qu'on se pose hein, dans les prochaines réunions, y compris de la cellule de veille sur les formats. Après, peut-être juste un point de vue de méthode aussi, c'est assez facile de traduire en français, enfin, je veux dire, de traduire vers sa langue maternelle. Voilà, traduire vers l'anglais, c'est un autre exercice qui peut-être qu'il faudrait faire intervenir des gens qui parlent anglais, enfin, dont c'est la langue maternelle. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même exercice. Bon, après, pour des documents techniques, c'est peut-être facile, pas plus facile en tout cas, mais voilà. C'est autre chose. Ok. Alors j'ai encore 2 questions, sauf s'il y en a des nouvelles qui arrivent après, mais donc une nouvelle question donc, qui concerne. Ah, attendez, il y en a une autre qui est arrivée, du coup ça m'a perturbée. Donc une question qui concerne la participation éventuelle donc, de la cellule format aux mises à jour du document, des documents du DPC, du DPC. Donc on parlait qu'on essaierait d'être alerte pour traduire les mises à jour, mais là j'ai l'impression que la question elle porte même sur la participation à la rédaction directement des mises à jour du document. Alors, ce serait bien, mais le préalable à ça, c'est d'appartenir au DPC. Et sauf faire de ma part, aucun des membres de la cellule de veille n'appartient au DPC. Et du coup, non, on n'est pas invité à ces réunions de réflexion.
Voilà. Je crois que L'intérêt aussi de ce C'est assez travail, complexe avec les PC, néanmoins, parce qu'ils sont relativement ouverts. Et je pense aussi on peut leur faire comment dire, on peut leur faire des propositions, mais travailler dans le cadre enfin, réaliser vraiment le travail, il faut faire partie de DPC. Ça, c'est sûr. il y a une question un petit peu plus stratégique, qui est de dire que quand on a créé aussi la cellule de veille sur les formats, je crois qu'un des objectifs, c'était justement de fédérer déjà les expertises au niveau national pour pouvoir aussi peser davantage, ou en tout cas être mieux représenté au niveau international. Et ça, je crois que ça se construit aussi progressivement. Donc, pourquoi pas, enfin, genre, petit à petit, on participe au nom de la cellule aux différents événements qui peuvent avoir lieu au niveau international. Donc, je crois que c'est aussi toute cette action-là qui se structure progressivement. Et donc, la cellule acquiert aussi progressivement à la fois sa renommée, se stabilise. Donc, c'est sans doute quelque chose à voir pour la suite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'idée aussi de la cellule, mais dans d'autres groupes que le groupe Attraction, c'est bien elle-même générer ses propres documentations et qui sont directement, cette fois-ci, contextualisées dans le contexte français, etc. Donc, Tout on à espère fait. pas. Aujourd'hui, on ne sait pas faire un manuel de cette envergure-là, mais en tout cas, on en fait des morceaux. C'est l'idée aussi. Alors, nouvelle question, donc savoir si le handbook s'appuie explicitement sur l'OIS. Est-ce qu'il y fait référence de manière explicite? Alors, il y fait référence, bien sûr, on l'a vu avec le vocable archi et des choses comme ça. Donc, oui. On voit même d'ailleurs l'organisation de la partie qu'a présentée Stéphanie. On retrouve les grands modules de l'OIS. L'OIS n'est pas exclu, mais par contre, et c'est assez vrai, en particulier des Anglais, c'est pas pris comme un modèle absolu, peut-être moins pris comme un modèle normatif que ça peut l'être pour d'autres institutions. Donc, c'est une référence au même titre que d'autres modèles. Ok, j'ai encore une question pour savoir si le handbook avait fait l'objet de versions plus spécifiques pour des domaines en particulier et si oui, lesquels? Alors, je Alors, le pense que c'est manuel, plus dans les technologies Watch Report qu'on a des zooms sur des domaines spécifiques en fait, hein, plus que dans le handbook. donc, par exemple, un des derniers Watch Report, enfin, des rapports de veille, c'était sur les empreintes, par exemple. Le paragraphe sur les empreintes qu'il y a dans le manuel, il est largement complété, voire probablement amélioré, ou en tout cas, ça va plus loin dans le Watch Report qui est plus récent et plus à jour. Donc, plutôt des travaux spécifiques pour tel et tel sujet qui viendraient compléter le manuel plutôt qu'un autre manuel. Le manuel, il a tendance vraiment à être le point d'entrée qui englobe un peu toute la. C'est le point d'entrée, voilà, c'est le premier document qu'on consulte et après on va approfondir avec d'autres documents. oui, sachant que ce que dit la DPC, c'est qu'effectivement, ils veulent articuler et continuer à mieux intégrer le handbook aux différents rapports de veille technologique pour avoir des mises à jour et une cohérence entre les deux. Donc, ils pensent vraiment les deux de manière parallèle. Donc, j'ai pas de questions supplémentaires pour le moment. Juste une remarque pour pouvoir avoir accès à la présentation. Bien évidemment, le support sera mis en ligne sur le site web, sur la page du webinaire. Je crois que c'est comme ça qu'on avait fait. Pour les précédents webinaires, les supports étaient rattachés à la page de présentation du webinaire. Et donc, vous serez informé de ça, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions. On arrive au terme de l'heure qu'on s'était consacrée pour ce webinaire. J'attends encore un petit peu, mais. Bon, mais s'il n'y a pas de nouvelles questions, merci aux intervenants et merci à vous aussi d'avoir assisté à ce webinaire. Et
On se retrouvera certainement au début de l'hiver pour une nouvelle session sur un sujet qui reste encore à déterminer, mais donc on s'est mis dans l'optique de faire à peu près 2 webinaires par an. Donc le prochain sera certainement aux alentours du mois de novembre. Le sujet reste encore à trouver. Mais on manque pas d'idées, jamais. Mais on n'a pas d'idée, oui. Déjà, on avait quand même eu beaucoup de sollicitations et de suggestions lors des précédents webinaires qu'on avait fait avec les questionnaires qu'on avait posés, donc on ne manque pas d'idées, ça c'est certain. Et puis bonne lecture en effet à vous tous sur la plage, 260 pages de handbook en français, c'est beaucoup mieux qu'en anglais. Et ça va vous occuper tout l'été. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.